On va pas tarder de commencer en fait. On avait été un peu ambitieux en fait de vouloir attaquer tôt là. Bon, donc on est là jusqu'à 11h. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc, pour cette discussion autour des cordes de l'arc d'un syndicalisme combatif. On va pouvoir voir avec donc Christian Roquayrol, Laurent Pinatel et Paul Bonomo les différents moyens et les différentes formes d'action, les différents moyens de lutte qui ont été utilisés depuis 30 ans par la Confédération paysanne. À savoir principalement la représentation dans les instances agricoles, la lutte juridique et donc les actions directes. Je vais vous laisser la parole du coup, et peut-être si vous pouvez commencer par vous présenter, même si tout le monde vous connaît, mais bon quand même, c'est un peu ça. C'est sympa et c'est le plus vieux à qui on demande de se présenter le premier. Donc moi je suis Paul Bonomo et j'ai été pendant 12 ans juriste employé comme juriste à la Confédération paysanne, alors qu'après avoir été paysan pendant une quinzaine d'années, j'ai fait des études de droit tardivement et j'ai eu de la peine à me considérer vraiment comme juriste. Et depuis, voilà, donc c'est à ce titre-là que je suis ici, je pourrais insister beaucoup. Je suis à la retraite depuis donc 2007, ça fait 10 ans, chacun ses anniversaires. Et je fais assez peu de droit en ce moment, c'est plutôt de l'accompagnement à l'installation en agriculture paysanne dans le cadre d'une coopérative qui agit sur l'ensemble des pays de la Loire en ce moment. Voilà, j'arrête là. Le deuxième plus vieux. Donc Christian Roquayrol, moi je suis paysan dans le sud d'Aveyron, sur le célèbre plateau du Larzac. Et depuis une quarantaine d'années quoi maintenant. Et j'ai été à la conf au comité national pendant quelques années et secrétaire national pendant 2 ans. Voilà. Et on m'a fait venir ici aujourd'hui comme spécialiste de l'action, ce qui est quand même indissociable du reste, hein, donc il n'y a pas d'action sans reste. Donc, enfin, voilà, j'ai participé effectivement à pas mal d'actions, autant pendant la lutte du Larzac, où je suis arrivé en 75 en plein milieu, que depuis la création de la CNSTP et de la Conf après. Donc un peu toutes les actions, que ce soit OGM ou tout le reste, quoi, j'ai pas mal participé à tout ça, donc je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Donc moi, Laurent Pinatel, je suis paysan dans le département de la Loire. Je suis installé en GAEC avec ma sœur. On a une exploitation en agriculture biologique. On a donc deux associés, 3 salariés, 40 vaches laitières, 15 vaches allaitantes avec de la transfo à la ferme. Et donc au niveau de la Conf nationale, je suis au comité national, donc l'instance politique, depuis 2011. Je suis au secrétariat national et porte-parole depuis 2013 et je suis en fin de mandat dans 2 ans, puisqu'à la Confédération paysanne, on a des règles très strictes sur le cumul des mandats et on n'a pas le droit de faire plus de 8 années au niveau national. Ce qui explique aussi la rotation des responsables et ce qui explique aussi que les idées, elles perdurent bien au-delà des gens qui sont en place. Donc l'idée de cet atelier, c'était de rebalayer tout le champ syndical, tout le champ d'action syndicale qu'a pu utiliser la Confédération paysanne depuis 30 ans,
que la Confédération paysanne utilise encore ou va utiliser, avec effectivement la nécessité d'aller se confronter au pouvoir en place, d'aller négocier avec les ministres, d'aller dans toutes les instances départementales pour aller arracher des petits bouts de trucs pour faire en sorte que le quotidien des paysans il évolue. C'est ce qu'on appelle la représentativité, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi la façon de porter le discours et de poser des actes forts. Et d'exprimer, de créer un rapport de force est déterminant dans l'action syndicale. Bon. Alors si on parle action juridique, effectivement, et en faisant un peu un balayage rapide de ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, et puis même un peu au-delà, on peut dire que y a un paradoxe dans la Confédération paysanne, c'est que la Confédération paysanne en tant que syndicat, au niveau national comme au niveau des départements, a souvent eu recours au juridique, c'est-à-dire en gros l'action judiciaire, ou a eu à subir l'attaque d'adversaires dans l'action, par l'action judiciaire, par le procès, c'est-à-dire procès en défense ou procès en attaque. Et on a su, la Confédération paysanne a une histoire riche à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce soit les actions en défense, le procès du McDo, c'est exemplaire à ce titre-là, c'est qu'on a retourné ça un peu dans la stratégie de l'aïkido, on a retourné ça, on en a fait un procès à la fois une défense organisée dans le tribunal, mais un procès public, extérieur, avec mobilisation, le procès de la mondialisation. Pour les OGM, on a fait exactement pareil. On pourrait reprendre, et souvent on a eu cette articulation vraiment très forte entre l'action syndicale et l'action juridique. L'action juridique pouvant être le support à une mobilisation syndicale. Rappelons-nous, les rassemblements de Millau, procès c'est en 2000, il y avait combien? Il y avait plusieurs milliers de personnes. Voilà. Et puis en 2003, c'est qui marquait sur la sortie de tôle de José Bové. Donc il y a ça. Après, on a eu des procès en attaque, c'est-à-dire quand il y a eu le scandale de la vache. On a été parmi les premiers à porter plainte contre ceux qui avaient enfreint les règles de droit aussi, mais aussi l'atteinte à la santé publique par leur pratique sur le commerce des bestiaux et des produits contaminés. Enfin, bestiaux, c'est-à-dire qu'il y a eu le problème de commerce de veau, de boucherie, et puis aussi le commerce des farines animales. Il y a d'autres, je crois que les procès, on a aussi souvent c'était porté plainte contre, j'ai même plus en tête, il y en a récemment contre les laiteries, extorsion au moment de l'application de l'ADL, où les laiteries de manière unilatérale ont baissé le prix du lait du montant de l'ADL, alors que le marché n'avait pas changé. Et donc, il y a eu ça, il y a eu des plaintes portées. Voilà. Donc, en gros, l'action juridique est bien ancrée dans la pratique syndicale de la conf. En revanche, ce qui est paradoxal, c'est que cette question-là, vous l'avez soulevée au congrès de Musillac, mais quand moi j'étais à la conf, donc il y a déjà de 25 à peine 25 ans, je suis rentré en 95, donc si, ça fait 25 ans. Eh bien, cette question du conseil juridique, de faire en sorte d'organiser la défense juridique des paysans adhérents ou pas adhérents, c'était reconnu comme un objectif, mais en fait, on n'a jamais réussi véritablement à le mettre en place. Et c'est bien que cette question-là revienne aujourd'hui, quoi. Alors, je vais m'arrêter sur ce... je vais faire quand même un petit rappel historique qui va quand même remonter un peu plus loin. Dans les années 70, moi j'étais au syndicat paysans travailleurs, et on a mené
je dis un on parce que des luttes foncières et des luttes contre l'intégration, défense des producteurs intégrés. Et ce qui primait à ce moment-là, c'était vraiment l'action, la mobilisation, parfois non pas au mépris, mais à l'indifférence de l'enjeu juridique ou judiciaire. Si bien qu'un exemple très concret, c'est qu'à la fin des années 80, il y a eu la loi de Gégis Giscard d'Estaing, c'est vraiment d'histoire ancienne, hein, tout ça. Eh bien, on a eu la surprise de constater, nous, là, les responsables de paysans travailleurs et du CLEI, qu'une jurisprudence positive pour la défense des producteurs intégrés s'était installée au fil des procès, ceux qu'on avait parfois initiés sans trop le savoir, mais aussi beaucoup qu'on n'avait absolument pas eu connaissance, qui faisait en sorte que c'est les intégrateurs qui étaient condamnés systématiquement, des intégrateurs qui venaient poursuivre devant le tribunal pour créances non honorées, c'est-à-dire des dettes pour salaire, en gros, si on veut, eh bien, c'était eux qui étaient condamnés à payer non seulement à annuler la dette, mais à payer le producteur intégré comme s'il était un technicien salarié. Comme si, alors que ça n'était pas le cas. Et moi, j'ai toujours en tête l'arrêt Guignard-Guillaumard, où Guillaumard venait, on était en France à ce moment-là, qui réclamait 16 000 francs de dette à un éleveur, et Guillaumard s'est vu condamné à payer plus de 200 000 francs pour réparation, pour règlement des comptes, quoi. Et ça, c'est tout à fait typique des années 70, c'est-à-dire qu'on fonctionnait dans l'ignorance de la loi. Et quand moi je suis revenu à la conf, on a un peu plus clairement posé le problème de l'articulation entre l'action juridique et l'action syndicale. Et je m'arrête là parce que j'ai assez parlé et je souhaiterais qu'on revienne sur le point de départ, c'est-à-dire que l'action syndicale est première et c'est... Oui, bien sûr, il y a le juridique arrive forcément après l'action, tu as raison, Paul. Donc, qu'est-ce que l'action syndicale et qu'est-ce qu'on en attend et comment est-ce qu'on doit la concevoir, hein? C'est un peu toutes ces questions-là auxquelles je dois essayer d'apporter quelques réponses et puis surtout ouvrir le débat qu'on aura après. Donc moi, j'ai toujours coutume de dire la Confédération paysanne, il faut absolument qu'elle marche sur deux jambes, sinon elle boite. Alors il y a une jambe qui est tout ce qui est, vous expliquez Laurent tout à l'heure, tout ce qui est les relations avec le gouvernement, avec les institutions, avec les chambres d'agriculture, etc. Ça c'est une obligation, c'est la représentativité syndicale. Si on ne le faisait pas, on ne serait pas un syndicat. Mais on ne serait pas non plus un syndicat si on n'avait pas l'action syndicale qui permet de donner de la force justement à tout ça, quoi. C'est-à-dire que Laurent l'a dit tout à l'heure, sans rapport de force, on arrive tout nu en négociant avec le gouvernement ou avec des institutions même locales. Donc le rapport de force, on le crée en montrant un peu ses muscles, on va dire. Et montrer ses muscles, pour nous, c'est rarement des manifestations de masse. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'on a du mal à faire des mobilisations de masse à la conf. Et on n'a pas les moyens de le faire aussi comme peut faire la FNSEA. Donc on s'est un peu spécialisé dans des actions qu'on appelle, on appelle souvent ça des actions commando, des actions d'occupation, des actions de démontage, en parlant du McDo, etc., qui permettent justement de faire voir qu'il y a une détermination, qu'il y a des gens qui sont prêts pour défendre leur cause et défendre des idées, qui sont prêts à aller jusqu'en prison ou à aller jusqu'au tribunal. Hein, donc c'était le cas pour les OGM, par exemple. Ces actions qui sont illégales et donc passibles justement de tribunaux. On appelle ça la désobéissance civile, et qui sont, et ça il faut vraiment le tenir très fortement, à mon sens, qui doivent être tout le temps non violentes envers les personnes. Parce qu'évidemment, on peut se dire, allez, faucher une parcelle de maïs d'un paysan parce qu'elle est transgénique, c'est une certaine violence. Mais pour moi, la violence, et je pense que c'est quelque chose d'important,
c'est vis-à-vis des personnes, que ce soit des personnes de l'autorité publique ou des adversaires politiques, on va dire. Par exemple, vis-à-vis des CRS, moi je pense que c'est complètement contre-productif de balancer des pierres sur des CRS. Ça sert à rien, ça avance pas et puis c'est pas du tout intéressant au niveau pour faire évoluer nos idées. Donc ces actions, il faut qu'elles soient déterminées, non violentes, et qu'elles aillent dans une forme de désobéissance pour prouver qu'on est déterminé suffisamment pour qu'on prend des risques. Et donc ces actions, il faut qu'elles aient un écho auprès du grand public, parce que c'est une manière de faire passer notre message. Et si notre message passe auprès du grand public, les politiques sont obligés d'en tenir compte. Et si on fait évoluer les mentalités par rapport à un sujet, je peux parler par exemple de la ferme des 1000 vaches, puisque je vois les amis de Novi-Seine qui sont là. La ferme des 1000 vaches, on a fait 3 actions illégales sur le terrain. Et à chaque fois, on a eu des échos médiatiques qui nous ont apporté une certaine sympathie du grand public et qui ont permis d'expliquer quel était le problème, pourquoi on était contre ces grosses fermes, ces fermes-usines, et qui ont permis effectivement d'attirer de la sympathie, et donc du coup qui a mis les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir, localement ou nationalement, dans l'embarras pour justifier le fait qu'eux, ils restent inactifs par rapport à ce sujet-là, quoi. Et donc ça doit être un fil rouge conducteur de nos actions. Il faut absolument que ces actions-là, elles soient bien perçues par le grand public, donc bien relayées par les médias. Ça, c'est pas toujours évident. Moi, je sais qu'au début, dans du démontage du McDo, quand on a en 99, le 12 août 99, donc c'est presque un anniversaire là aujourd'hui, quand on a démonté le McDo, enfin on a fait cette action de démontage symbolique. Le lendemain, dans les journaux, il y avait saccage du McDo de Millau, quoi. On n'a jamais saccagé le McDo de Millau, donc ça a été repris par les tribunaux, etc. Et donc ces actions, quand elles sont bien perçues par le public et qu'elles sont bien relayées, s'il y a de la répression, on continue aussi c'est comme une boule de neige qui roule et qui grossit de plus en plus. Ça fait comment dire, encore plus d'écho. La répression elle-même, quand on a été arrêtés, nous trois, les 10 du McDo, quand on a été arrêtés, les 10 qui ont été arrêtés, parce qu'on était 300 le jour de cette action, ça aussi, on n'était pas 10, quoi. Quand on a été arrêtés dans nos maisons à 6h du matin et qu'on était embarqués avec des menottes, etc., l'écho médiatique a été décuplé par rapport à ce qu'on avait eu comme écho le jour du démontage. Seule la presse locale en avait parlé. Donc là, l'arrestation a fait que la presse nationale en a parlé. Et donc, on a pu porter ce message donc, sur la mondialisation, sur l'Organisation mondiale du commerce. Et d'ailleurs, on continue toujours à apporter ce message-là avec les accords de libre-échange, ce qui me semble très important aussi. Et donc, on valorise une action qui a finalement été pas hyper compliquée à organiser. On était 300 parce c'était pas qu'une action de la conf, il y avait des citoyens de la ville de Millau, les gens qui étaient engagés, etc., qui défendaient l'économie locale aussi, parce qu'il était question de la répression de l'Organisation mondiale du commerce par rapport aux hormones qu'on refusait de recevoir. Donc on a surtaxé à 200% le Roquefort aux États-Unis. Donc voilà, c'était l'économie locale qui était en jeu et pas que l'économie paysanne, puisque l'économie de Roquefort, ça représente énormément de salariés dans notre secteur. Donc il y avait beaucoup de gens de ce secteur-là qui étaient là. Donc c'était pas qu'une action paysanne. Et ça aussi, c'est important, il me semble, c'est-à-dire de faire en sorte toujours de ne pas se retrouver dans un corporatisme trop étroit. Et si on arrive à s'allier avec d'autres secteurs de la société civile, comme on l'a fait pour la ferme des 1000 vaches avec Novi-Seine et des gens qui localement ne voulaient pas voir leur environnement perturbé par cette usine. Voilà, donc le fait de s'associer aussi en tant que syndicat agricole, de ne pas rester uniquement dans notre moule de syndicat, c'est important aussi pour pouvoir faire circuler nos idées dans d'autres secteurs de la société. Et donc l'action donc, qui doit être forte et déterminée, on l'a vu pour les OGM, peut permettre de gagner. Sur les OGM, pour l'instant, les actions de fauchage qui ont eu lieu, initiées par la Confédération paysanne au départ et portées aujourd'hui par les faucheurs volontaires, dans lesquels on s'investit aussi en tant que Confédération paysanne, ça a permis de ne pas avoir d'OGM dans nos champs. Alors aujourd'hui, on lutte contre les nouveaux OGM, donc c'est important, c'est aussi important que le reste. Mais donc la lutte n'est pas finie, mais les OGM d'origine, on n'en a toujours pas ici en France qui sont cultivés. Voilà, donc on n'a pas gagné sur toute la
la latitude de ce problème d'OGM, puisqu'on a des OGM qui sont importés, donc il y a encore un combat à mener à ce niveau-là. Mais ce combat est suivi et supporté par 75% de la population, d'après les sondages. Donc c'était très important de le faire, sinon aujourd'hui on n'en parlerait même pas, on en cultiverait tous, parce qu'on n'aurait pas le choix. Et donc c'était important, et très très important à cette époque, que la conf réagisse et qu'elle porte ce combat, et qu'elle ne le porte pas toute seule, puisque c'est Faucheurs Volontaires maintenant qui a repris ce combat, pour enlever de la conf le poids des procès qui, au bout d'un moment, devenaient asphyxiants économiquement pour la conf. Mais donc, là où on a gagné, c'est justement qu'on a fait que ce combat soit porté par la société, par une partie de la société aujourd'hui, et qu'il soit supporté par la plupart de la population. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas parler des actions, toutes les actions qu'on a faites, mais en gros, c'est beaucoup des opérations de blocage. Il y a 15 jours encore, on était en train de bloquer l'autoroute sur le Larzac pour alerter sur le problème du retour des loups. On en a une dizaine en ce moment qui sont arrivés comme ça, par enchantement du jour au lendemain sur le Larzac, quasiment, donc c'est assez bizarre. Donc voilà, ça c'était une action qui a permis de relayer dans la presse et d'obtenir une réponse du gouvernement qui, le ministre doit venir sur le terrain le 1er septembre, par exemple. Donc voilà, ça continue, quoi. C'est quelque chose qui, comment dire, est vraiment de l'essence même du syndicalisme. Faire de l'action, c'est porter le message du syndicat, et c'est renforcer la force du syndicat par rapport au pouvoir public, et donc pour préparer tout ce dont Laurent va vous parler. Oui, et puis les actions, ce que disait Christian, elles permettent de donner de la visibilité à la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, on est un syndicat de défense des paysans, donc on a besoin, on sait qu'on a une large adhésion de la société au projet qu'on porte, qui est un projet agricole, mais un projet de société aussi. Et on a aussi besoin quand même, c'est fondamental, que les paysans adhèrent à notre projet. Et comment on fait pour que les paysans adhèrent à notre projet ? Il faut le faire connaître. Comment on le fait connaître ? Il y a plusieurs solutions. Il y a d'aller les voir un par un et de leur expliquer ce qu'on porte, ou d'aller chez eux par le biais de la presse. Et la presse, c'est pas en faisant une conférence de presse en disant voilà ce qu'on porte qu'elle vient, c'est bien en faisant des actions, c'est bien en marquant fortement le paysage médiatique, que les paysans se disent « Ah oui, d'accord, mais en fait, ils ont démonté le McDo, pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire ce jour-là, mais parce qu'il y a des accords internationaux qui vont faire qu'on va bousiller l'agriculture. » Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à impliquer les paysans dans notre dynamique et à, en gros, traduire notre discours au plus grand nombre, quoi. Et les actions, elles sont importantes parce que derrière, il faut aller négocier, il faut aller s'intéresser à ce qui régit la vie agricole. Donc il y a tout un tas d'instances sur lesquelles il se passe des choses. Il y a dans les départements, effectivement, les commissions départementales d'orientation agricole sur lesquelles c'est important d'être parce qu'on discute des installations, on discute de la répartition du foncier. Il y a les SAFER, toujours sur le foncier. Il y a les relations avec le gouvernement. Et il faut quand même replacer, je vais faire un grand retour arrière, qu'au sortir de la guerre, il y a eu le serment de l'unité syndicale et il y avait le syndicat unique. Le syndicat unique qui était la FNSEA et sa section jeune, le CNJA, qui est devenu aujourd'hui JA tout court, et qu'il a fallu des luttes pour arriver à ce que Mitterrand, quand il a été élu en 81, il autorise qu'il y ait plusieurs syndicats. Enfin, c'est quand même, quand on le replace dans le contexte, c'est un truc de dingue qu'il a fallu se battre pour avoir le droit d'avoir 2 syndicats, ou 3 syndicats à l'époque, voire même plus. Donc la Confédération paysanne, elle est née de ça, quoi. Elle est née de ces luttes internes dans la FNSEA, et un des premiers combats de la Confédération paysanne, ça a été de gagner la représentativité. L'autorisation de siéger dans toutes les instances où se décide l'orientation de l'agriculture au niveau local, au niveau national. Donc là, il y a eu tout un tas de luttes, et les luttes, elles ne sont pas finies, puisqu'il a fallu attendre 97, l'arrivée de Jospin au poste de Premier ministre, pour ouvrir encore un petit peu plus les ADASEA qui traitaient de l'installation, une première porte ouverte dans les SAFER pour que la Confédération paysanne accède, et il a fallu attendre... les interpros, c'est la loi, c'est le FOL, donc c'est tout récent, pour que dans les interprofessions, on accepte que la Confédération paysanne vienne porter la parole différente.
l'interprofession laitière qui a été une des luttes emblématiques de la représentativité au niveau syndical, avec l'occupation de la maison du lait pendant plus de 3 semaines, des grèves de la faim qui ont duré une vingtaine de jours, pour simplement dire non, la FNSEA seule ne peut pas porter la parole des producteurs laitiers. Donc c'est des luttes incessantes qui nous prennent beaucoup d'énergie, alors que c'est des choses qui semblent évidentes. C'est évident que tous les paysans doivent être représentés de partout. Il n'y a qu'en agriculture qu'on a ce monopole du syndicat unique qui est resté dans les têtes, en fait. Et on voit bien, comme récemment, quand on a rencontré Stéphane Travers sur la réforme de la PAC, il nous dit, OK, bon, bah voilà, on va faire ça. C'est un peu technique, mais en gros, la majoration sur les 52 premiers hectares, on va mettre 15% du budget, et puis voilà, tout ira bien. Et le lendemain, il annonce, on a commis 10. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé que Christiane Lambert, comme Xavier Belin en avait l'habitude, a retapé sur les doigts du ministre. Non, 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 les céréaliers, ils ne veulent pas de ça. C'est les céréaliers qui dirigent la FNSEA. Et nous, des moments, c'est épuisant, quoi. On en parlait entre secrétaires nationaux encore hier soir, de se dire, mais est-ce qu'on ne perd pas notre temps d'aller négocier avec ce gouvernement ? Est-ce qu'on ne perd pas notre temps d'aller dans des instances où on voit bien que c'est compliqué de faire avancer les choses ? Et ce qui est important de voir, c'est quand on n'y est pas, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Quand on n'y est pas, les mecs, ils se lâchent. Ils se lâchent, c'est priorité à l'agrandissement, c'est priorité aux petits copains, c'est priorité aux plus gros. Et pourquoi c'est important d'avoir les actions pour appuyer nos revendications ? Réforme de la PAC, la dernière, 2013. L'automne 2013, énormément de réunions au ministère, une réunion par jour à peu près, sur chaque thématique. Et il fallait discuter où on allait envoyer les aides. Et il n'y avait pas assez d'argent, il n'y a jamais assez d'argent. Sur la prime à la vache allaitante, la FNSEA arrive en disant, écoutez, il n'y a pas assez de budget, ceux qui ont moins de 30 vaches, ils n'auront pas de prime. Point final. Et puis voilà, quoi. De toute façon, ils sont petits, ils n'ont pas raison d'exister. On était jusqu'à maintenant sur un régime de moins de 3 vaches, pas de prime. Donc nous, on disait non, on revient à 3, quoi. Et on négociait, et c'était très compliqué. À côté de ça, la Confédération paysanne a mis en place des actions dans les départements. Il y a eu une trentaine de départements qui ont été en action, qui ont interpellé le ministre chaque fois qu'il bougeait, qui ont interpellé les préfets. Et quand on est retourné à la table des négociations, on avait quand même tout ce poids-là, quoi. Et le FOL, il voyait bien qu'il y avait une grande partie des paysans qui étaient mécontents. On s'est battu, on a abaissé le seuil à 10 vaches au lieu de 30, ce qui était insatisfaisant. Et donc ça a été, on l'a présenté comme étant une avancée, mais on n'a pas lâché le morceau, on a continué à négocier. Aujourd'hui, le seuil il est tombé à 10 UGB. C'est-à-dire quelqu'un qui, sur sa ferme, a des vaches laitières, des vaches allaitantes, des moutons, des chèvres, si le total correspond à 10 unités de gros bétail, il peut toucher les primes. Donc c'est un combat incessant. Et si on n'y avait pas été, ceux qui ont moins de 30 vaches, ils n'auraient pas de prime. Et si on n'a pas de prime en vache en production viande, malheureusement, c'est très très compliqué de vivre. Donc on est obligé en permanence de jouer ce jeu qui est épuisant parce qu'on a l'impression d'avoir un rouleau compresseur face à nous et de toujours essayer de mettre des bâtons dans les roues. Là, il y a les États généraux de l'alimentation qui attaquent. On est allé à la session inaugurale où l'agroalimentaire a pris la parole tant qu'ils ont pu. Nous, on a pu faire une prise de parole. Dès que Christiane Lambert bougeait sur sa chaise, l'animateur disait « Ah, Madame Lambert veut la parole ». On est quand même aussi dans ce contexte-là. Si on n'y avait pas été, on n'aurait pas pu porter une voix qui défend l'ensemble des paysans. Si on n'est pas à l'interprofession laitière, on ne peut pas porter le fer contre l'industrie laitière. Si on n'est pas dans l'interprofession viande bovine, on ne peut pas aller rappeler des évidences à tous ceux qui sont autour de la table. Donc c'est un travail qui peut paraître harassant, enfin moi ça me gave, mais on n'a pas le choix. Je regarde Cécile qui, elle aussi, en a ras-le-bol, mais on arrive quand même à, d'une part, freiner le rouleau compresseur, et d'autre part, faire des avancées réelles, quoi. Sur la dernière réforme de la PAC, où le dossier, il y a eu une transmission de dossier entre deux équipes à la conf, Christian était responsable du dossier PAC, donc de la première partie de la négociation. Si le FOL il met une prime sur les 52 premiers hectares, c'est parce que la Confédération paysanne l'a demandé. C'est pas la FNSEA qui a demandé à ce qu'il y ait une prime supérieure sur les 52 premiers hectares. Donc c'est pas ce qu'il y a eu de la négociation, c'est pas ce qu'il y a eu qu'on est à la table des négociations pour obtenir ça. Et ça, c'est pas dans l'intérêt de dire la Confédération paysanne a gagné quelque chose. C'est que pour les gens, pour les petites fermes, c'est une réelle avancée, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qu'on fait dans les départements, toutes les confédérations paysannes départementales, d'aller en session chambre, d'aller dans les instances où se décide l'orientation de l'agriculture départementale. C'est important
pour installer des paysans. Par exemple, sur l'accès au foncier, on sait qu'il y a plein aujourd'hui de jeunes qui veulent s'installer et qui ont des difficultés à avoir accès au foncier parce que le propriétaire, il préfère toujours louer à quelqu'un qui est en place, qui connaît, qui est sûr qu'il va payer, hein, plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'installe sur un projet qui n'est pas dans le modèle agricole dominant. Les propriétaires sont toujours à dire, ouais, je ne sais pas, si la Confédération paysanne n'est pas là pour ferrailler aux côtés de ces jeunes qui s'installent, on n'y arrivera pas. Enfin, Paul pourrait parler aussi des expériences qui se mènent dans l'Ouest, qui ne sont plus des expériences maintenant d'ailleurs, autour des coopératives d'installation. Là aussi, on prend le manche et on dit, on va mettre en place un projet agricole différent. Et c'est vraiment, les trois sont complémentaires. Quand on fait des manifs devant chez Lactalis ou les autres grands groupes pour revendiquer un prix du lait, quand dans le même temps on porte cette même revendication à la table des négociations au CNIEL et que dans le même temps, puisque ça ne suffit pas, on porte plainte contre Lactalis pour extorsion, c'est la palette complète de l'action syndicale qu'on utilise, c'est la palette complète de la défense des paysans. Parce qu'on en est là, quoi. C'est le revenu des paysans qu'il faut mettre... le congrès de Musiac de la Confédération paysanne au mois d'avril, il était appuyé sur 3 piliers. Le revenu des paysans, parce que c'est inadmissible aujourd'hui qu'il n'y ait pas dans la Constitution, qu'il n'y ait pas dans les textes de loi le droit au revenu pour les paysans. C'est la reconnaissance, parce qu'il y a trop de paysans aujourd'hui qui en ont ras-le-bol de leur boulot, qui y vont en traînant des pieds, qui se sentent stigmatisés par l'ensemble de la société parce qu'il y a utilisation de pesticides, parce que la bouffe elle est de plus en plus dégueulasse. Les paysans sont victimes d'un système politique. Et le troisième pilier du rapport d'orientation de Musiac, c'est de dire qu'il faut que les politiques publiques changent pour donner un revenu aux paysans, pour donner une reconnaissance à notre métier. Et ça, c'est vraiment en utilisant l'ensemble de la palette syndicale qu'on arrivera à faire bouger les choses. Donc voilà, en gros, ce qu'on voulait vous présenter là tous les trois ce matin. Je ne sais pas si Paul, tu veux rajouter, ou si vous avez des questions déjà. Des questions, des remarques, des choses qu'on a oubliées. Alors, attendez juste une seconde. Pour les questions, du coup, il faut bien parler dans le micro, avec le micro près de la bouche, vu que c'est enregistré, sinon on n'entend pas. Merci. Et je vais prendre les prises de parole, donc s'il y a des gens ensuite qui... Ouais. Donc là, je représente Solidaire, hein, c'est l'union syndicale, en gros. Hein, en gros, c'est l'union des syndicats sud. Hein, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Donc nous... on se pose plusieurs questions sur comment amener les gens dans l'action, quoi. Enfin, les gens, le peuple, comme vous voulez, là, un peu tout le monde. Et justement, là, c'est ça qui m'intéressait, c'est vous, les actions que vous faites, comment vous faites pour qu'il y ait 300 personnes, par exemple, au McDo, qui arrivent à venir. Parce que là, nous, on est pour l'instant dans la position, il faut faire des intersyndicales. Bon, ça, c'est inévitable. Hein, et puis, avec vous, ça serait bien aussi. Et, oui, plus il y a de couleurs, c'est ça qu'on a remarqué aussi. Hein, c'est plus il y a de couleurs, et dans même une petite lutte locale, plus ça donne la pêche pour pouvoir vraiment lutter contre les patrons, pour nous, souvent, et de gagner quelque chose, quoi, hein, on a un exemple sur Limoges là récemment au CHU où s'il n'y avait pas eu tous les couleurs de tous les syndicats sud locaux là, qui étaient venus à l'hôpital au moment des négociations, ils nous ont dit on aurait lâché les négociations. Ils ont sauvé quelques postes. Et quelques postes à l'hôpital, c'est pas rien. Hein. Voilà. Oui, donc ma question, comment vous faites ? Nous, on suit, pour l'instant, c'est souvent la CGT, et qui nous impose leur façon de faire, et on n'est pas très content. On essaie d'inverser un petit peu, de donner des opinions, justement, de l'action un peu désobéissance civile qu'on ose faire, et puis on n'y arrive pas, quoi. Hein. Ils nous imposent, et puis eux, la base est imposée de là-haut, donc c'est très compliqué. Puis on voit bien sur la loi travail numéro 1, parce qu'on en est à la 2, là, à la préparer. On a perdu à cause de ça, quoi. Hein. Donc comment on fait pour amener les gens, globalement, un peu tout le monde, à se sentir concernés, quoi. Il n'y a pas de recette. Hein. C'est vrai que c'était un contexte aussi à l'époque, etc. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on aurait autant de monde sur ce genre d'action, parce qu'on constate que la répression
finit par décourager pas mal de gens de venir, hein, même au niveau paysan. Moi, je suis à la Conf Aveyron et à une époque, on remplissait facilement un quart de 50 places pour aller faire une action sur les OGM. Aujourd'hui, quand on remplit une voiture, on est content. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des procès, qu'il y a eu des gens emprisonnés et que ça fait peur. Donc la répression fonctionne quand même. Donc ça, je sais que moi, j'ai pas de recette pour dire il y aura 300 personnes demain sur un sujet. Mais ça vaut le coup quand même à quelques-uns de porter l'action, parce que ce que je disais tout à l'heure, sans action, on n'a pas du tout de rapport de force. Alors il faut trouver des solutions pour que les gens viennent. Il faut aussi se battre au niveau juridique, ça Paul pourra le dire mieux que moi, pour pas qu'il y ait d'emprisonnement, jamais de syndicalistes. Mais on a bien vu que la répression par rapport à l'histoire d'Air France et d'une chemise déchirée d'un DRH, voilà, ça a fait un tabac, ça a fait un truc, on aurait dit que le mec il l'avait violé, quoi. C'était quand même, faut pas exagérer, quoi. Et donc c'est de plus en plus difficile, effectivement, de porter des actions radicales sans paraître pour violent, parce qu'on nous fait très vite passer pour des violents. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire très très attention à cet aspect-là, quoi, rester toujours dans la non-violence. Mais pour moi, arracher une chemise à un DRH, c'est pas de la violence, quoi. Je veux dire, c'est juste un acte un peu appuyé de dénonciation du boulot que font ces gens-là, quoi. Mais c'est pas s'en prendre à sa personne, il n'a pas pris de coup, le gars, quoi. C'est là aussi, il faut qu'on arrive à se défendre. Mais je reconnais que c'est de plus en plus difficile de mobiliser. Ça, c'est un aspect de la question qui nous travaille. Et pourquoi dans les années 70, 80, 90, on arrivait plus facilement à mobiliser ? Je pense que c'est ça, il y avait beaucoup moins de poursuites juridiques, quoi. On était plus... Et là, actuellement, je vois avec les faucheurs volontaires, il n'y a plus de poursuites juridiques. Ils ont arrêté ça parce qu'ils se sont rendus compte que quand même un procès, ça leur faisait un effet boomerang de retour dans la gueule de toute une médiatisation. Donc peut-être qu'on va passer à une autre phase aujourd'hui, mais les faucheurs me disent c'est bizarre, on a fait X fauchage cette année, il n'y a rien. Il n'y a pas de plainte, rien. Non, mais ça, c'est vraiment incroyable, hein, c'est incroyable. Les grosses firmes portent plus plainte parce que leur image est plus importante que la perte qu'ils ont subie là. Et effectivement, ils n'ont pas tort, hein. Du coup, on a beaucoup moins d'écho dans les médias sur ce qui se fait au niveau fauchage. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Ouais. Il y a sur le choix de l'action, effectivement, comme l'a dit Christian, c'est aussi compliqué chez nous de mobiliser, d'avoir beaucoup de paysans sur une action. Des paysans, il y en a de moins en moins. Et puis la répression syndicale, elle pèse, quoi. Donc c'est comment on détermine le choix d'une action en fonction de l'écho médiatique qu'on veut. Les gens de Novicène ont milité pendant plusieurs années contre l'usine de ramerie dans la Somme, en entravant par tout un tas de procédures, en enrayant la machine au maximum. Le gros coup médiatique, et c'est pas faire offense à Novicène que de le dire, c'est quand la Confédération paysanne elle est rentrée. Et la Confédération paysanne, on y était tous les deux avec Christian, on était 12. On était 12 et on a fait un tag, on a dégonflé des pneus. Voilà, on a réussi l'action, en gros, tu disais commando, on peut dire action coup de poing, qui redonne un éclairage très particulier sur tout ce qu'on veut porter, quoi. On se sert de l'action pour sortir le discours. Après, effectivement, mettre énormément de gens dans la rue sur une thématique, enfin nous, au niveau agricole, ça devient très très compliqué. D'abord parce que les gens sont acculés sur leurs revenus pour une partie. Donc quand on a la tête sous l'eau, on n'a pas envie de sortir. Et puis deux, parce qu'il y en a qui mettent en place des alternatives sur leur ferme qui peuvent être aussi gourmandes en main-d'œuvre. Et donc il y a une difficulté aussi à mobiliser. Donc après, des solutions miracles, il n'y en a pas, quoi. Nous, on a fait ce choix-là et on a quand même un écho médiatique. Il y a eu un avant et un après José Bové à la Confédération paysanne. Avant, c'était quand même un peu plus compliqué d'être repris médiatiquement. Depuis, il y a quand même cet écho-là, qu'on soit fan de José ou pas, peu importe. Il y a quand même cet écho-là. Quand la Confédération paysanne rentre en action, on a une reprise médiatique intéressante. Et puis les médias, ils voient aussi qu'on porte des sujets qui sont bien au-delà de la sphère agricole. Et donc, on a cet écho-là. Et le fait qu'on ait l'écho au-delà de la sphère agricole, on a aussi un écho vers les paysans. Mais c'est après l'articulation, comment on arrive à faire des actions qui ne sont pas contre-productives aussi, quoi. On l'a bien vu sur la ferme des 1000 vaches, quand on est intervenu et qu'on est allé dans la salle de traite, ce qui est quand même une espèce de tabou au niveau agricole, d'aller démonter une salle de traite. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne, par exemple, dans ma salle de traite, quoi. Et je pense que tous les paysans sont là. Et il y a des gens, il y a eu des débats en interne à la conf de dire, mais c'est quand même compliqué. Et oui, c'est un acte fort parce que le truc qu'il y avait en face de nous, il fallait poser un acte fort. Donc, il faut arriver aussi à peser le pour et le contre dans nos actions et de manière à ce qu'elles soient pas contre-productives et qu'il n'y ait pas des paysans qui disent, ouais, mais non, mais là, vous déconnez complètement. Moi, je me sens agressé par ce que vous avez fait.
Et ben après, c'est toute la pédagogie qu'on a derrière sur le discours, sur de dire non, en fait, c'est pas vous qu'on agresse, c'est le système qui va vous bouffer qu'on est en train d'agresser. Après, comment on arrive à faire des intersyndicales? Nous, le problème, il est à peu près réglé, hein, puisque d'un côté, il y a la FNSEA qu'on ne présente plus. À la droite de la FNSEA, il y a la coordination rurale avec toutes les accointances qu'ils peuvent avoir avec le Front National. Donc voilà, en fait, les alliances, elles sont assez vite réglées. Par moment, sur des thématiques très particulières, on peut faire des alliances sur une thématique très particulière, parce que si on est d'accord sur un point, par exemple sur la maîtrise de la production au niveau laitier, au niveau européen, on a porté des revendications communes avec la coordination rurale, avec EMB au niveau européen, parce qu'il nous semblait que là, il fallait être nombreux pour peser. Sur le loup, on a fait... sur le dossier des loups, on a fait des communications communes avec la FNSEA, parce qu'il nous semble que là, l'intérêt des paysans, il prévaut à toutes les guerres de chapelle, et là, il faut marquer le coup, et il faut vraiment régler le problème rapidement. Merci bien. Je vais commencer à prendre plusieurs prises de parole à la fois, parce qu'il y a déjà 9 personnes qui veulent intervenir. Voilà. Donc merci de commencer à être bref aussi, si c'est possible, pour que tout le monde ait le temps de pouvoir parler. Et donc bien parler dans le micro aussi. Oui, bonjour. Concernant les deux pieds de la Confédération paysanne, de la lutte syndicale, on pourrait dire même, on peut élargir au-delà des deux pieds, des deux jambes, on pourrait dire que la lutte syndicale, c'est un mille-pattes où tous les éléments de la vie et de la communication sont à prendre en compte, aussi bien dans l'action que dans la communication. D'autre part, on peut nuancer un peu sur l'action syndicale et sur la violence de l'action syndicale. Parfois, l'action syndicale, elle est violente et on en a fait. Moi, j'étais, et toi aussi tu l'étais, à Nérac. On a été assez tonique, quoi. Ça a été un peu sportif quand même. On ne peut pas dire qu'on n'a pas saccagé un petit peu. J'ai aucun état d'âme à avoir saccagé des sacs de semences. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas à avoir à être culpabilisé par ça. Quand on broie un champ, on le saccage au mieux qu'on peut pour que ce soit efficace, là aussi. Quand cette action vive, parfois un peu brutale, il faut qu'elle ait une justification bien claire. Et à partir de là, eh bien, il n'y a pas lieu de se réfréner dans cette action si elle est bien construite au départ. Il faut bien réfléchir pour pouvoir ensuite en tirer sa quintessence. Merci bien. Merci. Bonjour. Je voulais élargir un peu par rapport à rebondir sur le fait que vous parliez de la visibilité un peu transversale du syndicalisme, en prenant l'exemple de chez nous au niveau de la ZAD, à côté de Nantes. Pour le mois de septembre, là, il y a des choses qui se mettent en place où ils ont réussi, après quelques années, parce que ce n'était pas évident, que des CGTistes arrivent à parler à des zadistes, à des écolos. Et le fait est qu'au mois de septembre, par exemple, il y a des actions qui sont plus ou moins programmées pour que les zadistes, ainsi que les paysans qui sont autour de la ZAD, participent à amener sur les piquets de grève de la nourriture, et au niveau des squats de réfugiés également. Et je voulais savoir, la Confédération paysanne, si vous aviez réfléchi à vous regrouper avec des luttes un peu plus sociales, donc là-bas c'est avec Solidaire et la CGT, de convergence un peu des luttes, parce que pour le coup, de ce que j'ai compris, depuis 68, il n'y a pas eu de lien entre la paysannerie et le monde ouvrier, et ça serait une... pas aussi large. On peut en parler quand même. Je ne suis pas un expert, alors je peux dire des bêtises. Mais savoir si vous aviez au niveau national des actions, hormis chez nous à Nantes.
une dernière intervention et ensuite, du coup, on va laisser répondre. Oui, bonjour. Effectivement, vous parliez de rapports de force. C'est important de mettre en place des rapports de force. Et l'aspect juridique, c'est une arme très pertinente dans certains cas. Mais là, on sent bien que le camp d'en face change sa stratégie, ne porte plus plainte, voire même maintenant, il n'y a pas si longtemps, a envoyé des gendarmes tuer un paysan. Où placer le curseur du rapport de force dans ce nouveau contexte ? Oui, Roland Prosper, COF du Gard. Je suis à la COF depuis à peu près une vingtaine d'années. Au début, il y a quelques années encore, c'était facile enfin pas facile, mais on arrivait à rassembler tout un tas de gens sur les actions. Maintenant, c'est pratiquement plus possible. Par rapport aux institutions aussi, il y avait des représentants dans les institutions. Maintenant, la plupart des gens, on n'en a presque plus. Les gens ne perçoivent pas l'utilité ou ça leur semble trop compliqué. Et au niveau des jeunes, de l'installation des jeunes, ceux qui s'installent ne voient pas l'action syndicale comme prioritaire. C'est d'abord la réussite de leur projet et souvent une autre façon de vivre. En s'installant, avoir un projet, une autre façon de vivre, mais en aucun cas prôner le type d'installation et à la défendre par l'action syndicale. Alors je me demande, puis après aussi, chaque fois qu'on me pose la question, je suis à la Confédération paysanne, de suite on me demande, est-ce que vous êtes en bio ? Et moi je suis venu à la Confédération paysanne, pas du tout pour ça, et je pense que les deux peuvent cohabiter. Donc comment arriver à faire une action syndicale et que ça soit politique, parce que la plupart des vieux militants sont partis maintenant, et je pense qu'il y a une nécessité de formation politique pour l'action syndicale. Quatre questions. Très rapidement, sur la violence. Jean-Pierre, tu parlais de la violence des actions. Moi, j'ai en face, juste dans ma ligne de mire, là, le porte-parole de la Conf du Pays Basque. Je pense qu'en termes de niveau de curseur de violence et de répression, il pourrait répondre tout aussi bien que moi. C'est la violence faite aux personnes que nous, on revendique non violence. Il n'y a pas de violence faite aux personnes. Quand on va démonter la salle de traite chez Ramery, effectivement, c'est extrêmement... quand on repart, la salle de traite n'est pas dans le même état que quand on est arrivé, quoi. Mais on a agressé personne. Sur l'aspect des intersyndicales, du mouvement social dans son ensemble, on a un comité national, donc instance politique de la Confédération paysanne, 5 et 6 septembre. À l'ordre du jour de la journée du 6 de mémoire, il y a ce lien, comment la Confédération paysanne se projette par rapport à ce lien. Sur l'aspect plus pratique, il y a Cécile Muret qui est en charge des questions sociales, secrétaire national qui est là. Cécile, tu peux peut-être plus répondre. Et sur l'aspect ZAD, je vois Patrick Baron de la Conf de Loire-Atlantique. Je pense que c'est un peu à la Conf de Loire-Atlantique de voir un peu comment... nous, on est une confédération paysanne. La confédération paysanne, c'est une confédération de syndicats. Donc, c'est bien le local qui a le tempo par rapport au national sur des problématiques locales, même si on est en phase, et la Loire-Atlantique et le national. Je balaye vite. Sur Jérôme Laronze, je pense que c'est peut-être un peu excessif de dire on a envoyé les gendarmes tuer un paysan. Je pense qu'on n'en est pas là. Il y a eu effectivement un contrôle qui s'est passé de façon inadmissible. Quand il y a 10 gendarmes armés avec des mitraillettes qui déboulent dans une ferme pour vérifier si les animaux ils ont des boucles aux oreilles, là il y a un problème inadmissible. Après, l'histoire de la fuite et la fin de cavale où effectivement il a été abattu, il y a une instruction judiciaire en cours. La Confédération paysanne s'est portée partie civile au niveau national sur cette action-là. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté des flics de dire on va tuer les paysans pour les calmer, si tu veux. Mais effectivement, il y a en face de nous un pouvoir politique qui utilise beaucoup plus la répression syndicale peut-être qu'il utilisait à une époque. Et sur le dernier point, mais après ils détailleront plus,
La Confédération paysanne, oui, il y a des gens qui s'installent dans des systèmes et l'action politique leur semble moins importante. Mais je pense que c'est un problème générationnel global de la dépolitisation des gens, parce qu'on a, on a une assimilation, en fait. Politique, c'est tout de suite le monde politique, les hommes politiques. Et effectivement, il y a de quoi être dégoûté de certaines pratiques, mais la politique, au sens noble du terme, comme nous, on aimerait qu'elle soit partagée de façon beaucoup plus large, la politique, c'est s'intéresser à la vie de la société, à la vie de l'organisation de la société. Et effectivement, il faut que les gens s'imprègnent de politique. S'installer paysan dans un système différent d'un système actuel, c'est un acte politique. Et ces gens-là, ils auront besoin du syndicalisme, ils auront besoin du syndicalisme pour leur permettre l'accès au foncier, pour faire en sorte que les normes sanitaires, elles ne les excluent pas des marchés et qu'elles n'excluent pas leurs pratiques. Il faut absolument que les confédérations paysannes départementales et les responsables départementaux arrivent à démontrer que sans l'action syndicale, il ne peut pas y avoir d'installation. C'est-à-dire, c'est pas un truc, le démerdez-vous tout seul, c'est extrêmement libéral comme système. Et si la Confédération paysanne ou d'autres syndicats ne sont pas là pour accompagner les gens dans leur nouvelle forme d'installation, pour les former, Paul pourrait parler des SIAP, pour tout ce qui est nouvelles normes sanitaires. Il y a Alice qui est au fond de la salle qui est en train de travailler sur une charte de la Confédération paysanne par rapport au contrôle. Enfin, il y a en production fermière, il y a tout un travail qui est fait d'accompagnement des gens parce que c'est important. Effectivement, ils ne sont pas concernés par la PAC, effectivement, ils ne sont pas concernés par tout un tas de grands dossiers, mais tous les gens qui s'installent dans des systèmes qui ne sont pas dépendants des aides PAC, ils sont quelque part dépendant d'un système que la Confédération paysanne combat. Je veux dire, dans un monde, ce que je disais hier dans l'atelier où je suis intervenu, dans un monde ultralibéral, l'agriculture paysanne, la Confédération paysanne, elle va se faire balayer. Donc dans ce monde ultralibéral, il faut lutter contre ce monde ultralibéral. Il faudra que la Confédération paysanne, elle s'associe à d'autres forces pour faire tomber ce dogme du libéralisme. En attendant qu'on le fasse tomber, il faut aller siéger partout où on peut pour accrocher tous les bouts de gras qui vont faire que les paysans ils vont avoir la vie qui change un peu, quoi. Pour prolonger, je vais dire que la Confédération paysanne elle porte un autre projet sur l'agriculture et là je m'écarte un peu de mon rôle de juriste, mais qui est un peu en rapport avec son histoire, c'est que la première rupture que notre courant syndical a affirmée face à la FNSEA, c'est que tous les paysans n'avaient pas les mêmes intérêts, les mêmes intérêts. Et ça, c'était ce que j'appelle, moi, la question sociale. C'est-à-dire que notre courant syndical s'est fondé sur la défense des petits et moyens paysans dans leur rapport à l'agroalimentaire, dans leur rapport à l'État. C'est-à-dire, avec même le livre de Bernard Lambert, Les paysans dans la lutte des classes, les paysans sont exploités par l'agroalimentaire. Premier volet. Le deuxième volet, ça a été le projet de l'agriculture paysanne. Et dans le projet de l'agriculture paysanne, je ne vais pas développer ici, mais c'est toutes les démarches, disons, alternatives, dont le bio. Et le bio n'est pas la seule expression de l'agriculture paysanne, enfin, il me semble. Et donc, ces deux pieds-là sont fondamentaux à l'action de la Confédération paysanne. Et quand on passe